Dans cette vidéo, nous allons parler, pour commencer, de recettes, de formules. Lorsque je repense à mon processus du reconditionnement de la douleur sur YouTube, je réalise que les vidéos que je regardais suivaient à peu près toutes la même formule, la même recette. Et donc, lorsque j'ai commencé à faire mes propres vidéos, je me suis dit, pourquoi réinventer la roue? Suivons la même recette, à la lettre. Quelle est cette recette? Les vidéos, c'était à peu près toujours la même personne, à peu près toujours dans la même pièce. Qui disait, on réalisait assez vite, à peu près toujours la même chose. Dans mes vidéos préférées de Tyler Murtaugh, il est dans son sous-sol, devant les mêmes images. Là, j'ai commencé à écouter les vidéos de Jim Prusak. Lui, il faisait des rotations entre les pièces de sa maison, mais il n'y en a pas une infinité. Et là, tôt ou tard, on se disait, tiens, il est de retour dans sa chambre à coucher. Dan Buglio, lui, il était dehors ou dans son salon, dépendamment de la température, mais peu importe où il était, il nous disait à peu près toujours la même chose, de façon reformulée, évidemment. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pendant longtemps, mes vidéos suivaient une recette. Cette même recette que j'ai suivie à la lettre. 5 minutes, c'est court. Les vidéos durent environ entre 10 et 25 minutes. 25, c'est long. J'ai suivi cette recette pendant longtemps. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais récemment, j'ai commencé à changer la recette un peu. On prend un breuvage comme ça, au début, pour ralentir le rythme, pour prendre notre temps, tout notre temps. Ça va être un thème dominant dans cette vidéo, le temps. C'est un des thèmes les plus importants dans le reconditionnement de la douleur. Ça revient tout le temps, le temps. Donc on va en parler et on va le prendre. On va prendre notre temps. Lorsque la chaîne a eu 1 an, j'ai commencé à me poser des questions. Je m'interrogeais. Je me disais, est-ce qu'il faut que j'essaie de me renouveler, de me réinventer? Peut-on réinventer la roue? Faut-il changer juste pour changer? Pourquoi changer une recette gagnante? À cause du temps, justement. C'est ça que j'ai réalisé. Tyler Murtaugh, lui, parlait plus de sa vie personnelle. Ça m'a beaucoup aidé. Mais Jim Prusak et Dan Buglio, eux, n'en parlaient pas ou peu. Ils présentaient une façade comme ça, comme un coach qui nous dit « Allez, vous êtes capable, vous allez déclencher les symptômes et là, vous allez travailler votre réaction. On ne recule plus. Les symptômes vont pousser comme ça. On peut prendre une pause, mais on ne recule plus. Et là, on continue d'avancer. Peu importe à quel point les symptômes veulent essayer de nous faire reculer comme ça. Ça dure entre 10 et 20 minutes. Et là, on est motivé. Moi, c'est ça qui a fonctionné pour moi relativement rapidement. En termes de reconditionnement de la douleur, entre 4 à 6 mois, c'est considéré comme relativement rapidement. Et là, des fois, lorsque je parle aux gens, ils disent « Oui, c'est ça, mais toi, tu as fait ça super vite parce que tu es bon, moi je ne suis pas bon, ça prend plus de temps. »
C'est un des facteurs principaux vraiment qui m'a fait réfléchir à la formule. Et j'ai décidé de plus en plus de faire quelque chose qui n'était pas dans les autres chaînes, c'est-à-dire de parler de plus en plus de mes défis personnels dans ma vie actuelle présente. C'est très rare qu'il parle de ça. Et je me suis dit que ça pourrait humaniser le processus. C'était vraiment ça mon intention. Donc dans cette vidéo, ce que nous allons faire, c'est un parallèle entre mon reconditionnement de la douleur, que je considère comme terminé, et qui, oui, c'est vrai, est allé relativement rapidement, mais je vais en parler en parallèle comme ça avec ma relation présente avec l'anxiété. Et ça va vraiment, je l'espère, c'est ça mon but, humaniser le processus. Parce que dans ma relation avec l'anxiété, je vais beaucoup plus lentement que dans ma relation avec les symptômes de douleur et de fatigue. Donc, j'espère que ça peut vous aider. Je me suis posé la question, j'ai douté justement. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Ne devrais-je pas plutôt présenter la façade confiante? Allez, vous êtes capable! Parce que c'est ça, le reconditionnement de la douleur, hein? Écraser le doute. Et là, je vous expose un peu mes doutes. Je me suis longtemps interrogé, est-ce la bonne chose à faire? Mais organiquement, c'est là que les choses m'ont poussé. Mon impression actuelle, c'est que ça peut humaniser le processus et ça peut justement donner une nouvelle relation avec le temps. Parce que c'est revenu souvent, ça. « Ah, mais toi, ça allait vite, t'es bon. Moi, c'est long, je suis moins bon. » C'est pour ça de plus en plus que j'ai commencé à parler de mes défis actuels dans ma vie présente. Donc, allons-y. Faisons un parallèle entre mon reconditionnement de la douleur et ma relation présente avec l'anxiété. Il vient d'y avoir un gros orage ici, avec des éclairs, du tonnerre, des pluies fortes et abondantes. Et là, en ce moment, on le sent, l'orage est passé. Le ciel est encore un peu gris, oui, mais on sent que l'orage est fini et que tôt ou tard, le soleil va briller. Il y a beaucoup de moments comme ça dans le reconditionnement de la douleur. Je viens de faire une vidéo de repérage somatique. Si ça vous intéresse, il y a peu de visionnements, donc il n'y aura pas de commerciaux. Ah! Où j'utilise l'image que j'adore, moi, pour les repérages somatiques, d'une rivière, de l'eau qui coule. Mais souvent, en méditation, ils utilisent l'image du ciel. Nous sommes le ciel qui contient les nuages, qui contient l'orage. Nous ne sommes pas les nuages en tant que tels. Oui, des fois, le ciel est clair et bleu. Oui, des fois, il y a des beaux nuages moelleux qui le traversent, tel un troupeau de moutons. Des fois, il y a des orages. Mais le ciel, ou si on va aller plus loin, on peut appeler ça l'espace, contient tout ça. Il n'y a pas d'identification avec les nuages. Les nuages passent à travers et le ciel est ouvert comme ça et les laisse faire ce qu'ils ont à faire. Le ciel est assez large, assez ouvert pour laisser l'orage faire ce qu'il a à faire et ensuite passer. Tout passe lorsqu'on est ouvert comme ça.
Et dans la méditation, ils nous disent qu'on peut devenir cet espace qui laisse les choses nous traverser sans nous atteindre. Et là, lorsque l'orage est passé, je me suis dit, moi, c'est comme ça que je me sens présentement par rapport à mon anxiété. Je viens de traverser une grosse tempête, un gros orage. Je me suis un peu trop identifié aux nuages, aux éclairs, au tonnerre. Et c'est normal. Donc ça, déjà, ça peut humaniser le processus, le fait que on retombe dans le même piège souvent. Ah. À quoi pourrait-on comparer ce moment dans le reconditionnement de la douleur? C'est un moment où, initialement, lorsqu'on a commencé, les symptômes étaient peut-être, utilisons des numéros, à 7, 8. Et là, on a commencé à défier. Dans cette vidéo, je vais surtout comparer l'anxiété à l'augmentation de l'activité physique. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde en douleur chronique. Certaines personnes ont seulement mal à un endroit et l'activité physique n'y change pas grand-chose. Je ne sais pas si c'est la majorité, mais une grande quantité de gens en douleur chronique ont peur, évitent le mouvement, l'activité physique. Et une grosse partie du processus, c'est de bouger de plus en plus. Donc, dans cette vidéo, ça va être principalement ça, le parallèle entre l'augmentation de l'activité physique et la relation avec l'anxiété. Je voulais faire cette précision. Mais même si ce n'est pas votre cas, je crois que vous pouvez en tirer des enseignements. Donc, initialement, on commence, c'est ça. Souvent, on est à 7-8. On défie les symptômes. On commence à faire de l'activité physique. On apprend à notre cerveau que ce n'est pas dangereux. Et là, on a un moment où on dit « ça fonctionne ». Je vais mieux. Pourquoi je vais mieux? Parce que les symptômes baissent. Avec le même niveau d'activité physique, j'ai augmenté. Au lieu d'être à 7-8, maintenant je suis à 3-4. Quel beau moment! Hein? Oh, ça nous fait relaxer enfin comme du 7-8, du 3-4. Oh, c'est tellement relaxant. Je vais mieux. Les symptômes sont bas. Mais ce n'est pas ça le reconditionnement de la douleur. Ce n'est pas aller mieux parce que les symptômes sont bas. Parce que là, vous allez peut-être vous dire, OK, j'ai descendu, au lieu du 7-8, je suis à 3-4. Mais là, comment je fais pour aller à 0? Ah! C'est ça la question. Parce que moi, dans cette chaîne, je ne parle pas de gérer les symptômes. Je parle d'éliminer la douleur ou de réduire très, extrêmement drastiquement. Donc, comment on fait pour aller à 0? Il y a une tentation, justement, de s'asseoir sur ses lauriers. Lorsque on est passé, c'est ça, de 7-8 à 3-4. Je suis à 3-4, je vais mieux. Mais là, si les symptômes montaient, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que vous diriez, oh, je vais moins bien, les symptômes montent? Et c'est ça qu'il faut faire. Je sais que c'est difficile à entendre, mais lorsqu'on a réussi à baisser les symptômes, il faut en déclencher d'autres. Volontairement. Et même si ce n'est pas volontaire, c'est comme les orages. Tôt ou tard, il va y avoir d'autres orages, c'est sûr, qu'on n'a pas déclenché nous-mêmes. Mais il n'y a rien qui donne le signal de sécurité à notre cerveau, comme le fait de maintenant les déclencher nous-mêmes. Oui, évidemment, notre réaction aux orages, qu'on ne contrôle pas, mais le fait de les déclencher nous-mêmes. Donc, c'est très contre-intuitif. Mais moi, j'étais à 7-8. J'ai monté mon niveau d'activité et là, j'ai persévéré. Et maintenant, avec le même niveau d'activité, je suis à 3-4. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu veux que je remonte à 7-8? Malheureusement, oui.
C'est comme ça que vous allez aller à 0 en déclenchant les symptômes volontairement. Je sais que c'est difficile à entendre. C'est pour ça que je veux faire le parallèle avec mon processus actuel. Je viens de traverser une période d'anxiété extrêmement élevée. Pourquoi? Parce que j'ai défié, justement. Moi, ça faisait entre 8 et 10 ans, justement, que je n'avais pas été sur le marché du travail, que je n'avais pas été à l'école. Il y a eu beaucoup de déclencheurs à mon anxiété, mais ne mentionnons que les deux les plus importants. Mon retour sur le milieu du travail et à l'école. C'est assez quand même. Ça fait 10 ans, hein, pendant 8-10 ans, je ne faisais rien. J'avais de la difficulté à suivre une émission sur Netflix. Et là, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à faire un cours à l'école. L'examen final, ça c'était seulement du cours 1, là, il va y en avoir d'autres. Hop, monter l'anxiété à 8. Et là, j'ai réussi. L'anxiété a baissé avec le même niveau d'activité. Donc, lorsqu'on augmente l'activité physique ou lorsqu'on augmente ce qui fait déclencher l'anxiété, lorsque les symptômes, la douleur ou dans ce cas-ci l'anxiété, commencent à créer une résistance, si vous diminuez l'activité physique, ou dans mon cas, on va prendre mon cas, si j'avais arrêté de travailler ou si j'avais lâché le cours et que là, l'anxiété baisse, vous n'avez pas fait le processus. Le processus, c'est ça, c'est de ne plus reculer. On peut prendre des pauses. C'est très tentant, justement, hein? L'orage passe comme ça, et là, prendre une petite pause. Oui, une pause. Oui, une pause, mais ne jamais reculer. On fait un certain niveau d'activité physique, les symptômes montent, on conserve le niveau d'activité physique, on ne recule plus. Les symptômes baissent. On peut prendre une pause, on peut rester au même niveau d'activité physique pendant une certaine période pour comme reprendre notre souffle. Et c'est ça que je fais en ce moment. Hein? J'ai fait un cours d'école, j'ai commencé à travailler, l'anxiété est montée. Je n'ai pas lâché le travail, je n'ai pas abandonné le cours, je continue. Et là, hein, j'ai glissé à travers l'anxiété. Je me souviens de 3 moments tout particulièrement où l'anxiété était très haute. Et là, sans parler des émotions sous-jacentes dans cette vidéo, j'ai comme réussi à glisser à travers l'anxiété. On bouge à travers l'anxiété. Et là, maintenant, mon anxiété a baissé drastiquement. Drastiquement. En conservant le même niveau d'activité. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je conserve ce niveau d'activité? Peut-être pendant une certaine période pour prendre mon souffle. Ça fait du bien. C'est le calme après la tempête. On peut, je n'aime pas le mot profiter, mais on peut apprécier. Prendre une pause. Mais il ne faut pas reculer jamais. Mais là, éventuellement, je le sais, il va falloir que je défie l'anxiété à nouveau. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas aller déclencher des 7, des 8 d'anxiété? Éventuellement, oui. Il y a encore des choses comme ça qui me font peur. Et probablement que si je les fais, ça va déclencher d'autres anxiétés. Et c'est ça le processus. Et je suis beaucoup plus lent dans mon processus avec l'anxiété qu'avec la douleur. C'est un peu étrange quand on y pense, parce qu'avec la douleur, j'avais toujours la crainte, le premier niveau de doute, si vous connaissez vos niveaux de doute, que j'étais en train d'endommager mon corps. Donc il y avait ça à travailler en plus. C'est ce que j'étais en train de me blesser, ce que j'étais en train d'endommager. Il y avait ce doute. Là, j'ai éliminé ma douleur.
j'ai éliminé la fatigue. Mais avec l'anxiété, j'ai plus de difficultés. Et c'est absurde parce qu'avec l'anxiété, je n'ai pas ce niveau de doute. Je sais que ça n'endommage rien, que ça ne brise rien. Mais je n'aime pas la sensation. Oh, oh j'aime pas la sensation. Anxiété. Oh. Mais de plus en plus, je réalise que l'anxiété est différente de la douleur neuroplastique et de la fatigue. Pourquoi? Parce qu'on peut vivre sans douleur neuroplastique, sans fatigue neuroplastique. C'est possible, mais on ne peut pas vraiment vivre sans anxiété. On peut, mais réfléchissez à ce que ça voudrait dire. Un certain niveau d'anxiété est normal. Comparons ça au trac que les acteurs ressentent avant un film, j'imagine, mais une pièce de théâtre, par exemple. Un autre terme pour le trac, c'est anxiété de performance. Il y a des acteurs qui jouent comme ça au théâtre depuis des années, voire des décennies, et ils ont encore le trac, l'anxiété de performance. Donc c'est normal, peut-être même désirable. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour un acteur ne plus avoir le trac? Ça, ils restent chez eux en pantoufles à regarder la télé, à regarder d'autres acteurs. Ils ne défient plus, ils ne challengent plus. S'ils vont défier, comme ça, s'ils vont challenger, ils se donnent des défis avec des nouvelles pièces de théâtre, ils vont ressentir le trac à nouveau. Donc, il n'est pas question ici d'éliminer le trac ou l'anxiété de performance, c'est de développer une nouvelle relation avec cette sensation, ne pas la laisser nous paralyser, là, apprendre à bouger à travers. C'est ça que vous allez faire avec la douleur, avec la fatigue, mais la douleur et la fatigue peuvent descendre à zéro. Ça, je peux vous le dire. L'anxiété, oui, vous allez avoir des moments à zéro, mais si vous défiez, challengez, si vous créez des nouveaux challenges comme ça dans votre vie, il va falloir apprendre à avoir une nouvelle relation avec l'anxiété. Et ça, c'est le défi dans lequel je me trouve en ce moment. Donc, je me disais que ça pouvait aider justement à humaniser le processus. Au lieu de toujours parler de ça comme au passé. Ah, j'ai fini le reconditionnement de la douleur. Oui, vous pouvez jogger avec des 8 sur 10. Je sais que c'est difficile. Et je sais que vous avez l'impression qu'il y a un problème que vous devez résoudre. Parce que je viens de traverser comme ça une phase où j'étais sûr que j'avais un problème. Il faut que je parle à quelqu'un, il faut que je prenne une substance, il faut que je règle ce problème. Ah, c'est un problème. Je ne veux pas de cette sensation. C'est désagréable. Mais comme, est-ce que je peux dire tout, à peu près tout? Non, je peux dire tout. Comme tous mes psys m'ont dit, il faut défier l'anxiété. Et là, si on apprend certaines techniques, il est fort possible qu'elle baisse. Fort possible. Ça, c'est important. Il en parle, Ross Harris, dans le livre Le piège du bonheur. Il nous montre des techniques. Il nous dit, si vous appliquez ces techniques, ça se peut fort bien que l'anxiété baisse. Mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle baisse. Ça se peut qu'elle reste au même niveau, qu'elle augmente. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on modifie notre comportement. Non, il faut apprendre à bouger à travers l'anxiété. Parce que si on commence à appliquer certaines stratégies, qu'elle baisse, et là on s'attend à ce qu'elle baisse, c'est probablement la recette idéale pour qu'elle ne baisse plus. Parce que là on s'en sert pour baisser l'anxiété, se débarrasser de la sensation. Alors que c'est, disons ce mot, une espèce d'indifférence ou, peut-être un meilleur mot, c'est équanimité par rapport à l'anxiété qui fait qu'on peut la traverser, qu'on peut glisser, qu'on peut bouger à travers. Donc j'espère que cette
comparaison est utile pour vous, hein, au lieu d'en parler au passé. Lorsqu'on en parle au passé, on a tendance à minimiser, peut-être faire paraître ça plus facile que c'était. Mais en ce moment, j'ai des difficultés comme ça à défier, challenger l'anxiété. Je viens de traverser un orage énorme à 7-8 sur 10. Et là, avec le même niveau d'activité, hein, je travaille, je continue le cours, elle est basse. Et là, qu'est-ce que je me dis? Je vais encore aller défier, challenger pour la faire remonter à 8? Non! Je viens de sortir du 8. Ah. Mais, selon Russ Harris, dans le piège du bonheur, et selon mes psys, oui, il va falloir que je déclenche volontairement d'autres 8. Peut-être que je vais faire les activités, peut-être. Hein, peut-être qu'il n'y en aura pas. Mais peut-être qu'il va en avoir. De toute façon, tôt ou tard, il va y avoir un orage que je n'ai pas déclenché moi-même. Il va y avoir une crise, une catastrophe, maladie, mort de quelqu'un d'autre, maladie, mort de moi. Non, pas moi. Non, mon moi. Ah. Là, il faut apprendre à bouger à travers l'anxiété. Donc, cette vidéo s'adressait à vraiment une période particulière du processus. C'est la partie, justement, où j'ai dû, dans un sens, me renouveler un peu, expérimenter. Je suivais la vieille formule. Je suivais la formule qu'on pourrait appeler Alan Gordon, Tanner Murtaugh. Pas trop déclenché de 7, de 8. Et là, ça fonctionnait. Je disais, ça fonctionne parce qu'avec le même niveau d'activité, au lieu d'avoir des 7, des 8, je suis à 3, 4. Je vais mieux parce que les symptômes sont bas. C'est là que j'ai sauté à Jim Prusak et c'est là que j'ai pris une nouvelle technique. Et c'est là que j'ai réalisé, je définis encore mon bien-être par rapport aux symptômes. Je vais bien parce que les symptômes sont bas. Mais s'ils montent, oh, je suis en rechute, je régresse, ça ne va pas bien. Alors que c'est ça la façon de descendre de 3, 4 à 0. Retourner à 8. Désolé. Je sais que c'est difficile, moi, j'ai peur moi-même. J'ai peur. J'ai peur de redéclencher un autre 8. Mais je sais que c'était comme ça dans le reconditionnement de la douleur et je sais que, d'après tout ce que je lis, d'après ce que les psys m'ont dit, c'est ça qu'il faut faire avec l'anxiété également. Il y a une personne à qui je parle qui se compare constamment ou très fréquemment à un escargot. Elle dit « Je suis un vrai escargot. Je vais tellement lentement, surtout comparé à toi. Ah, oh, comment t'as fait? Ah, oh, wow, 4 à 6 mois. Ah. » Et là, justement, après une pluie abondante comme ça, si je vais dehors, il va y avoir plein d'escargots comme ça sur le sol. Regardez les escargots. Les escargots avancent. Dans le reconditionnement de la douleur, il ne faut pas reculer. Il ne faut pas reculer. Une fois qu'on atteint un certain niveau d'activité, par exemple, on garde ce niveau, il ne faut plus reculer. Mais on peut garder ce niveau-là pendant une certaine période, prendre une pause. Mais tôt ou tard, il faut se remettre à avancer. Et la vitesse n'est pas importante. Voici le message en termes temporels de cette vidéo. L'escargot avance. L'escargot va se rendre là où il doit aller.
ça va être plus long qu'un guépard. Mais c'est relatif le temps. Oui, le guépard est plus rapide que l'escargot, mais l'escargot est plus rapide que quelque chose d'autre. C'est totalement relatif. Et dans la vie, on ne peut pas avoir juste des guépards. Hein. Ça prend un écosystème complexe avec toutes sortes de créatures différentes. Le guépard n'est pas supérieur à l'escargot. C'est très important à comprendre. Les aspects les plus importants du reconditionnement de la douleur, c'est l'autocompassion. L'autocompassion. C'est pour ça que j'essaie de parler de mes défis personnels, parce que celui dans mon reconditionnement qui le faisait le plus, c'était Tanner Murtaugh, et ça m'aidait énormément. Moi, j'ai tendance à me comparer aux autres. Comme en ce moment, je fais un cours, et ça m'amène à un certain niveau de stress. Et là, je me compare toujours à quelqu'un qui va à l'université. Je me dis, oh mon Dieu, il y a des gens qui font des maîtrises, qui font des doctorats, qui sont moins stressés que moi, avec mon petit cours, hein, qui n'est pas une maîtrise ou un doctorat. C'est tellement petit comparé à l'université. Et là, je compare comme ça. C'est pourquoi je suis stressé pour un petit cours. Et mon emploi, là, je ne suis pas le premier ministre du Canada. Ce n'est pas un emploi qui devrait me stresser autant. Hein, il y a des dirigeants de compagnie moins stressés que moi dans mon petit emploi si humble. Et là, je me compare comme ça. Tanner Murtaugh en parlait souvent, lui. Hein, il a tendance à faire ça. Il déménageait, par exemple. Et là, son niveau de stress augmentait, d'anxiété. Il se disait, les gens normaux ne sont pas si stressés par un déménagement, un événement aussi banal qu'un déménagement. Et là, on se compare comme ça aux autres. Et ça fait partie du reconditionnement de la douleur. Arrêter de se comparer aux autres, est-ce possible? Moins se comparer aux autres. Peut-être essayer de se comparer à quelqu'un qui ne se compare pas aux autres. Moi, ça m'aidait énormément. Même pas connaître sa stratégie par rapport à ça, mais juste lui, le fait de dire ça. Le fait de dire, oui, c'est ça. En déménageant, j'étais tellement stressé, puis là, je me disais, ah, il y a plein de gens qui déménagent, ça ne les stresse pas autant, blablabla. Juste le fait qu'il admette ça, qu'il l'expose, je me sentais moins seul. Ah ouais, moi aussi, je fais ça. Et je le fais en ce moment. Et là, ça fait partie du processus développé. Pas arrêter de juger, comme je l'ai déjà dit, c'est impossible d'arrêter de juger. On juge. Je juge en ce moment à la distance, sans m'en rendre compte, c'est automatique. On juge, c'est notre relation au jugement. Ce ne sont que des pensées. Nous n'avons pas à les prendre au sérieux. Donc oui, ça peut être plus long pour certaines personnes. Ce n'est pas un problème. Il y a des guépards, il y a des escargots. De tout pour faire un monde. S'il n'y avait que des guépards, ce serait problématique en termes d'écologie. Certaines personnes ont des forces dans certaines sphères, des faiblesses dans d'autres. Et moi, c'est vrai, je l'ai fait relativement rapidement, le reconditionnement de la douleur, mais là, en ce moment, oups, je vais manquer de batterie bientôt. Un signe de terminer la vidéo, peut-être. Qu'est-ce que je disais? Il y a des gens pour qui ça va être plus long, mais ce n'est pas un problème. L'anxiété n'est pas un problème, donc ça n'a pas d'importance. Combien de temps comme ça je reste avec des hauts niveaux d'anxiété? L'anxiété n'est pas un problème. Oui, il se peut qu'avec certaines stratégies, elles baissent. Je parle même à une personne, c'est ça, les symptômes ne baissent pas, les symptômes ne baissent pas. Qu'est-ce que je fais? Rien. On continue. Mon anxiété ne baisse pas, mon anxiété ne baisse pas. Continue à agir à travers l'anxiété. Il se peut que les stratégies baissent l'anxiété,
Mais si on s'attend à ce que les stratégies la baissent, souvent c'est la recette pour qu'elles ne baissent pas. Oui, si on continue à appliquer de plus en plus toutes ces stratégies, vos moments de bien-être vont augmenter. Il va y en avoir de plus en plus, ils vont être de plus en plus longs. Mais ce n'est pas ça le but du processus. C'est peut-être des moments de répit. Hein? Il ne faut pas dire « je ne veux pas de moments de bien-être ». Quand il y en a, oui, profitons-en, apprécions-les. Mais ce n'est pas ça le but du processus, parce que tôt ou tard, il va falloir redéfier, rechallenger. Et là, ça va faire remonter des choses inconfortables, des choses difficiles. Et là, si vous définissez votre bien-être par vos sensations comme ça, et lorsque vous avez de la douleur, vous n'êtes pas bien, et lorsque vous avez de l'anxiété, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. Si vous définissez comme ça le bonheur par le bien-être, vous tombez dans ce que Russ Harris appelle le piège du bonheur. Ce n'est pas ça le bonheur. Sur le chemin du bonheur, oui, il va y avoir des moments de bien-être comme ça, mais si on veut atteindre des buts qui sont des challenges, il va y avoir, appelons ça comme ça, de grands inconforts. De grands inconforts. Il ne faut pas mesurer nos progrès par notre niveau de bien-être. D'ailleurs, plus on progresse, souvent plus on se met dans des situations inconfortables. Donc j'espère que cette vidéo a été utile. J'espère que tout le monde peut en tirer un enseignement, mais elle s'adressait surtout à des personnes à un certain stade du processus. Vous n'êtes plus à 7-8 sur 10, vous êtes à 3-4, vous allez mieux parce que les symptômes sont bas. Mais là, s'il monte, vous dites encore « Oh, je suis en rechute, je régresse ». Non. Il va y avoir des orages tôt ou tard, il faut apprendre à les traverser, mais il n'y a rien qui démontre la sécurité autant que déclencher ces choses volontairement. Volontairement. Et je comprends la tentation de, c'est ça, prendre une petite pause. J'en prends une en ce moment. C'est le calme après la tempête. Je relaxe un peu, mais je sais que tôt ou tard, il va falloir que je défie, que je challenge. Il est fort possible que ça monte l'anxiété. Et ça ne sera pas un problème. Ce ne sera pas un problème. J'espère avoir appris la leçon de cet épisode. Je ne vais pas définir mon bien-être par mon niveau de confort. Je ne vais pas définir le bonheur par mon niveau de confort. Et tôt ou tard, je peux prendre mon temps. L'escargot va se rendre où il doit se rendre tôt ou tard. L'escargot avance. C'est long comparé à un guépard, mais l'escargot avance. L'escargot n'est pas stoppé, n'est pas en arrêt. Il avance. Lentement, mais sûrement. Vers quoi? Quel est le but? Le bien-être? Non. Il se peut qu'il y ait des longues périodes grandissantes de bien-être, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est comme ça de se fixer un objectif, c'est assez limité. C'est un point qu'on peut atteindre. Et une fois qu'on l'a atteint, c'est fait. C'est de se fixer comme ça un chemin qui est guidé par nos valeurs. Et là, il n'y a pas de point sur ce chemin à atteindre. Et lorsqu'on suit ce chemin, il va y avoir des périodes de bien-être, mais il va y avoir souvent des inconforts grandissants. Ce ne sera pas un problème. Parce que nous allons arrêter de définir comme ça notre bien-être ou notre bonheur par le niveau de remplissez l'espace. Douleur, fatigue, anxiété. Notre niveau de confort. C'est bien le confort, mais ce n'est pas le but. Ça ne peut pas être le but. Moi, je suis confortable en ce moment. Mais là, à un moment donné, peut-être je vais me dire un peu trop, justement. Hein, peut-être que
l'acteur devient un peu trop pantouflard. Il est bien confortable comme ça devant sa télé à regarder les autres acteurs. Il n'a plus le trac. Et là, tôt ou tard, peut-être qu'il va avoir besoin d'un défi, une nouvelle pièce de théâtre. Et là, ça va déclencher du trac. Et là, ça devient justement notre relation avec cette sensation. Est-ce qu'on appelle ça de l'anxiété? Est-ce que ça nous paralyse? Ou est-ce qu'on s'en sert comme d'un combustible pour nous propulser comme ça vers des choses de plus en plus intéressantes, excitantes, challengeantes, inconfortables? Message final, oui, c'est ça. On peut éliminer ou baisser très drastiquement la douleur, la fatigue, mais il va falloir développer une nouvelle relation avec l'anxiété. Il y a une certaine anxiété passagère qui est normale. Lorsqu'on est tout, moi quand j'étais en douleur, comme ça, j'étais toujours anxieux. L'anxiété chronique est quelque chose qu'on peut éliminer pour qu'elle devienne justement passagère. Mais l'anxiété, une certaine anxiété passagère est inévitable. Il faut développer une nouvelle relation avec elle. Changer de nom est déjà un bon début. Hein, au lieu de dire « je suis anxieux », dites parce qu'il faut devenir un acteur, hein, il faut jouer le rôle de quelqu'un de plus en plus en santé. Vous vous apprêtez à aller sur scène comme ça, jouer le rôle de quelqu'un en santé, dites « j'ai le trac ». J'ai le trac. L'anxiété de performance, j'aime mieux le trac. Et croyez-le ou non, le nom, justement, peut changer notre relation à la sensation. C'est ce que nous enseigne, si vous parlez anglais, je vais finir avec ceci, Lisa Feldman Barrett, dans son livre « How Emotions Are Made ». Ça m'a beaucoup aidé dans mon reconditionnement. Les noms qu'on donne, notre relation aux sensations change les sensations. Est-ce que vous êtes capable de faire en sorte que les papillons dans votre ventre volent en formation? La chenille qui vole comme ça, à la même vitesse que l'escargot, peut se transformer en papillon. On se laisse là-dessus.